Arrêtez d'enregistrer, je suis un peu bête. Non, c'est le même sujet, donc je ne vais plus continuer. Bref, je partage. Je n'ai pas trouvé les listes par mail. Elles sont dans le mail de avant-hier, je crois, mais vous aurez tout dimanche soir. Je vais tout renvoyer l'intégrale de tout ça. Tout. Vous aurez tout. Voilà, il n'y aura pas de souci. Et si vous ne recevez pas les mails, refaites une inscription. Voilà, ça a été réglé pour Maud par ça. Vous aurez une inscription avec une autre adresse mail et puis voilà, vous aurez au final tout dimanche soir. Moi, ce que je veux vous présenter, c'est ça. Alors, je vais essayer de le faire un peu, mais je vais le faire en format présentation, c'est plus cool. Voilà. Partager, c'est pas partager maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, partager. Je vous réinvite à rouvrir vos caméras si c'est possible, si vous êtes sorti de votre pyjama dimanche à midi pour que vous soyez présentable quand même, de façon à ce qu'on puisse se voir un peu mieux. Donc, ok, on se réadresse aux blessures vécues avant 6 ans sur cette fameuse schéma temporel de la TEFT, où on travaillait sur X% chez les ancêtres, on verra ça cet après-midi, Y%. On finit ce matin là-dessus. Et Z%, tout ça, c'est à revoir dans les replays si vous ne l'avez pas vu. Ok. Ça, on l'a fait hier. Paf, 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 paf. On l'a fait hier. On a fait le petit truc, le travail. Et là, c'est la présentation. La thérapie familiale en TEFT, c'est une thérapie créative. On va créer une nouvelle histoire idéale pour votre inconscient et vous allez vous y connecter et la ressentir. Ça, c'est possible uniquement quand on a fait reconnaître à ses parents de l'époque qu'ils sont responsables et qu'ils nous ont libérés de cette fameuse loyauté familiale archaïque. Ça ne peut se faire que là. Avant, c'est pas même pas la peine d'essayer. Vous ne changerez pas votre inconscient puisque vous n'avez pas le droit. Vous êtes en loyauté, vous n'avez pas le droit de changer votre inconscient qui est en loyauté, vous n'avez pas le droit de prendre des ressources de cette façon-là parce que c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit, vous êtes en loyauté familiale archaïque et si vous trouvez vos propres ressources ailleurs de chez vos parents de l'époque, vous êtes en déloyauté, donc vous n'intégrez pas. Pour ça, on va utiliser des outils de PNL, toujours, et de thérapie symbolique, bien sûr, adaptés à ce travail-là, et on va profiter de votre plasticité neuronale. Ça a été la clé. Euh, Quand j'ai cherché à savoir comment fonctionne la PNL, parce que j'aime bien savoir comment ça fonctionne et donc pouvoir utiliser toutes les capacités qu'on a à notre disposition. Comment fonctionne notre inconscient. J'ai trouvé des informations sur la plasticité neuronale. Donc j'ai appris, j'ai développé le sujet, j'ai creusé et je vais vous présenter à ma façon vraiment, vraiment très édulcorée et simplifiée de parler de ça. C'est très édulcoré, c'est très simplifié. La photo là que vous avez, c'est la photo de votre cerveau. C'est votre cerveau avec les grosses boules là, qui sont les neurones et puis les fils entre les neurones, les synapses qui vont connecter les neurones entre les uns les autres et c'est un schéma électrique. C'est des impulsions électriques qui circulent à travers les synapses d'un neurone à l'autre pour faire transiter l'information, on va dire, c'est ce qui vous permet d'analyser, de réfléchir, mais aussi de programmer vos gestes, vos réactions, etc. C'est toute la partie technique de qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient. Votre inconscient pilote cette partie électrique technique, va vous faire réfléchir, agir, réagir et bouger de la bonne façon. Donc j'ai pris l'analogie avec un plan d'une ville. Parce que c'est un chemin électrique qui se passe entre les différents neurones. On va d'un point à un autre, et puis du troisième, etc. Et l'information fait un chemin électrique comme on fait un chemin dans une ville. J'ai pris cette analogie-là pour l'expliquer. Je reviens à la base. Ça, je vous l'ai déjà montré si vous étiez là le vendredi matin. Ça, c'est mon scanner de mon cerveau. D'accord? Scanner que j'ai fait à l'occasion d'une demande de certificat de plongée. Et le médecin spécialisé en plongée, il m'a dit, avec votre accident, on va quand même vous faire passer un scanner pour voir où vous en êtes.
Et voilà le résultat de mon scanner. Alors, ça se lit de bas en haut et de droite à gauche. Ok. De gauche à droite, mais de bas en haut. La première image, ça, c'est le haut de mon crâne. On voit le petit cœur, on voit toute la masse de l'os. Et en haut, on voit déjà la tache noire. Ça, c'est un des deux hématomes cérébraux que j'ai. Aujourd'hui, dans mon cerveau, ça ne se résorbe pas, c'est bloqué. Et plus on descend dans le crâne, plus on va là-bas, puis encore là-haut, plus on voit l'hématome. Là, il y a une grosse masse. On descend encore un petit peu, il y a une énorme masse. Et là, on arrive à la fin de la masse à ce niveau-là. Mais en même temps qu'on est à la fin de la masse à ce niveau-là, se découvre une nouvelle masse frontale gauche. D'accord? C'est vu par-dessus et de l'arrière, frontale gauche, qui va apparaître très fort là-dessus. Alors là, on la voit aussi, mais mal, parce que la photo de ma radio est mal faite. Mais on la voit, c'est une énorme masse noire ici, qui est encore là quand on descend un petit peu et qui arrive à disparaître quand j'arrive à peu près euh, euh, à moitié de mon crâne. Voilà, après, c'est le bas du cerveau et c'est plus là. Donc ça, c'est les parties de mon cerveau qui ne marchent plus, qui sont totalement out parce qu'elles ont été euh, explosées par le choc traumatique de ma décélération de 110 km/h à zéro dans ce gros arbre qui m'a arrêté. Et c'est donc une partie de cerveau qui marche pas. Et quand j'ai, là on est en, je sais pas, 2000, il n'y a pas la date sur le truc. Ok, je ne l'ai pas photographié. On va être en 2004 quand 2005 quand je passe cet examen-là, mais peut-être un peu plus. Non, pas tant. Ok, peu importe. Et du coup, je questionne le neurologue. Je lui dis, mais waouh, mais comment je peux fonctionner encore sans cerveau? Il me dit, oh, vous inquiétez pas, il y a la plasticité neuronale. Il me dit, ouais, votre cerveau a la capacité de transférer d'une zone à l'autre vos compétences de façon à ce qu'il fonctionne toujours. Et quand je me suis renseigné sur cette plasticité neuronale, on a un immense exemple chez une pianiste virtuose qui, dans un accident de voiture, perd la moitié de son cerveau. Il y a un lobe cérébral qui disparaît, entier. Et après ça, elle est encore virtuose, elle est encore la même qu'elle était. Il y a quelques petites séquelles sur des réflexions, des analyses, des choses comme ça qui manquent, mais son cerveau continue à fonctionner, même avec la moitié. Ça a été transféré. D'accord? C'est pas le cas chez tout le monde. D'accord? Ce consultant, j'ai parlé de 50 ans qui a fait son AVC majeur à 50 ans, lui, non, il a régressé au niveau de l'état cognitif d'un enfant de 5 ans. Donc lui, il n'a pas récupéré, il n'y a pas eu de transfert qui s'est fait. Bref, ça c'est mon cerveau et je comprends ce jour-là que tiens, ben, malgré ça, ça marche quand même. Aujourd'hui, je sais voir que la difficulté qui vient de mon accident au niveau cérébral, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me manque parfois des mots. Je suis incapable de prononcer le mot table. Je vois la table, j'ai pas le mot associé. D'accord? Le lien se fait pas. Donc, parfois, dans mes discussions, il me manque des mots très très basiques que je connais très très bien, mais qui sont, j'ai pas accès aux mots. Donc, j'attends, puis ça vient. Donc, c'est le seul séquel que j'ai pu avoir. Au niveau cérébral, s'entend. Donc, étant donné que il y a un changement qui peut se faire quand le cerveau est abîmé, ben, pourquoi il n'y aurait pas un changement qui peut se faire quand il n'est pas abîmé? Et c'est là que, quand j'ai étudié cette plasticité neuronale, j'ai appris que oui, bien sûr, notre cerveau est plastique dans le sens où il est remodelable. C'est ça que ça veut dire plasticité. Il est remodelable, il est mouvant, il est changeant. En fait, euh, je passe à ça. En fait, tous les 21 jours, un neurone qui n'a pas servi, il est détruit parce qu'il faut, biologiquement, c'est aberrant de le nourrir s'il n'a pas servi. Euh, et donc, les connexions avec les synapses se refont sur d'autres neurones qui sont utiles. Ce qui veut dire que si j'utilise pas une fonction neuronale pendant 21 jours, elle disparaît. C'est pour ça que on doit. Il est bien d'entraîner son cerveau toute sa vie pour le garder en pleine action jusqu'à la fin de ses jours et pas se contenter de regarder ces news toute la journée quand on est vieux. Parce qu'on imprime des nouveaux schémas neuronaux qui sont pas top. Donc, si on peut imprimer un nouveau schéma, bah, allons-y, imprimons-le.
Et je reviens à mes métaphores du plan. Je vous donne un exemple fictif, bien sûr, d'un petit garçon qui habite là en haut à droite et qui va jouer au foot régulièrement là en bas à gauche. Pour jouer au foot, il a appris par ses parents, bien sûr, parce que c'est un petit garçon, il a appris des choses par ses parents qu'il faut qu'il passe par cette rue-là, qu'il remonte cette rue-là, qu'il tourne là, qu'il prenne là à droite. Surtout, il traverse pas là, parce que là, il y a un gros chien. Et le gros chien, il peut être agressif. OK. Puis il doit faire le tour de tout ça, là, comme ça, parce que là, ben, c'est pas très bien famé. Et puis là, dans les jardins, il va se faire engueuler. Donc, il doit faire le tour de tout ça. Ça, c'est son chemin habituel qu'il a appris parce que on lui a dit, c'est comme ça qu'on fait. OK, il prend ce chemin, il y va. Quand il veut aller au foot, il passe par là. Point. Et il ne remet pas en question ce chemin-là. Parce qu'on lui a dit, là, il y a le gros chien, là, il y a les gros méchants, et puis là, il va se faire engueuler dans les jardins. OK, bah c'est comme ça, j'y vais. Et c'est l'apprentissage qu'on fait aux enfants. D'accord? Un enfant, on lui apprend à se tenir droit, bien parler, gna 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 gna, à part contredire. Tout ça, c'est des chemins neuronaux qui se créent en permanence dans l'apprentissage de l'enfant. OK. S'il prend ce chemin-là toute sa vie, il va rester sur ce chemin-là toute sa vie, donc il va rien apprendre de nouveau. Nous, en TEFT, on va proposer de ne plus prendre ça, mais on va aller régler le conflit qui empêchait de passer par là. On va aller avoir confiance, on va lui apprendre à avoir confiance en lui pour qu'il traverse ce lieu malfamé. Parce que s'il a confiance, il n'y aura pas de problème. Et puis on va lui apprendre qu'il y a un autre chemin de l'autre côté qu'on peut faire. Donc on va lui apprendre un nouveau passage. On va lui apprendre parce qu'on est sorti du conflit où il n'a pas confiance en lui, où il est en insécurité, on va lui proposer un autre chemin. Et une fois qu'il a validé que ce chemin est valide, assez longtemps, n'ayant plus celui-ci en tête, c'est vraiment le cas de le dire, n'ayant plus ce chemin neuronal en tête, il va tout simplement naturellement disparaître. Ce chemin-là, il est plus rapide que l'ancien, il est plus efficace que l'ancien. Donc s'il est plus rapide, plus efficace, l'inconscient va le garder parce qu'il est meilleur. Il demande moins d'énergie, moins de dépenses énergétiques pour activer moins de neurones, moins de synapses. Donc avoir moins besoin de nourrir le cerveau. Donc l'inconscient va le préférer. Le résultat est meilleur, ça se passe mieux, ça coûte moins d'énergie. Youpi, j'y vais, je saute dedans. Mais pour graver ce chemin-là, eh ben, j'ai besoin d'utiliser le temps de renouvellement des neurones, c'est-à-dire 21 jours. C'est pour ça qu'il y a ces 21 jours-là, c'est parce que une nouvelle habitude, ça se garde si je la pratique intensément pendant 21 jours et que je ne reviens pas à l'ancienne. Dès que je reviens à l'ancienne pendant 21 jours, je suis reparti pour 21 jours. D'accord? Et c'est pour ça que quand on fait ce travail thérapeutique, on va vous suivre à la trace, on va vous marquer à la culotte, comme ça s'appelle, en rugby. Tu le marques à la culotte, tu restes collé à lui. On va rester collé à vous pendant 21 jours pour nous assurer que vous suivez bien toutes les consignes qui vont vous permettre de rentrer sur ce nouveau chemin. Et c'est parce qu'on vous suit pendant 21 jours que ça va marcher. Si on ne vous suit pas, c'est ce que je faisais au début, dans ce processus, je ne suivais pas les gens 21 jours. Et ben ouais, ça retombait. Normal, normal, ça retombait. C'est pour ça que j'ai proposé à chaque fois aux gens qui ont fait ce processus avec moi, avant que je fasse les 21 jours, de le refaire, euh, euh, moyennement une misère financière, mais juste leur donner la place de refaire ça dans les meilleures conditions. Bref, aujourd'hui, c'est le 24e processus que je vais faire. Je le fais depuis 2017. Donc voilà, j'ai corrigé ça assez vite en fait. J'ai corrigé ça, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est en 2018 que je l'ai corrigé. Bref, peu importe quand, aujourd'hui, il y a 21 jours. Ce qui va permettre quoi? Ben, ce qui va permettre de se dire, attends, si là, je suis capable de créer un nouveau chemin pour aller jouer là au stade de foot de mon village, est-ce que je ne peux pas imaginer un autre chemin pour aller jouer au Stade de France? Donc, est-ce que je ne peux pas ancrer une histoire complètement idéale qui m'apporte le max de ressources? Parce que si je suis capable de changer la programmation de mon cerveau pour obtenir quelque chose, changeons-la pour obtenir encore mieux. Et comme je crée ce que je veux, je vais créer l'idéal. Donc, pendant 21 jours, vous allez ancrer la sensation physique, et c'est ça qui est important, la sensation physique d'un soutien inconditionnel par ce féminin et ce masculin sacré.
C'est pour ça que je vous ai dit les deux pieds dans le ruisseau quand vous intégrez tous les autres, c'est une sensation fugitive. Elle n'est pas physique du tout. Vous aurez vos représentants du féminin et du masculin sacré qui seront euh, euh, deux choses, je ne vais pas faire de spoil, deux choses extrêmement physiques que vous, voilà, votre biologie les sent physiquement, et c'est le contact physique avec ces deux représentants qui vont vous donner ces ressources-là pendant 21 jours. C'est pas possible de le faire autrement, d'accord? Ça, c'est le secret de fabrication, vous le découvrirez quand vous le ferez. Euh, donc, je vais vous accompagner personnellement à sortir de l'autorité familiale archaïque à votre famille en réglant les manques vécus dans votre famille grâce à ce fameux secret de fabrication de maison. On va ensuite utiliser la capacité de votre corps et de votre inconscient à ensemble créer une nouvelle histoire idéale et surtout à s'y connecter, la ressentir. D'accord? Rappelez-vous l'expérience de l'apéro de vendredi. Euh, si on projette votre inconscient assez bien dans la sensation que je suis soutenu par le masculin, aimé inconditionnellement par le féminin sacré, je le vis dans mon corps. C'est une sensation réelle physique. Mais pour ça, il faut que ça se base sur deux représentant physique. Sinon, ça marche pas. C'est pas dans ma tête que je vais le faire. Ça marche pas aussi bien. Pourquoi? On est doué de cinq sens. Ok, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Donc, si je gave pas mes cinq sens de ces nouvelles ressources, je fais pas le travail à fond. Tout mon inconscient n'est pas gavé de ces sensations de masculin sacré, de féminin sacré. C'est pour ça que j'utilise ça. D'accord? Sans ça, on fait à moitié, et si on le fait à moitié, ça dure pas. Donc, on va utiliser la PNL, la thérapie symbolique, pour changer ce schéma neuronal assez longtemps, pour valider les changements dans votre vraie vie. C'est ça qui est assez fantastique, c'est que si on ancre ça, ça va devenir votre réalité. Vous allez réellement avoir confiance en vous. Vous allez réellement euh, euh, être serein. Vous allez réellement vous sentir aimé. Vous allez réellement ressentir ça dans votre vraie vie et réellement le sentir assez longtemps pour que ça devienne votre nouvelle réalité. Pourquoi si c'est... Pourquoi? Virgule. Parce que si c'est ancré assez longtemps, ça laisse le temps à la plasticité neuronale d'effacer les anciennes blessures. Donc jusque-là, jusqu'avant de travailler comme ça, je passais des années en, en- avec des outils, des codages biologiques PNL pour réparer les blessures, chaque blessure vécue. C'était très long. Maintenant, en TEFT, avec cette thérapie créative, on va créer une nouvelle histoire parce qu'on a le droit, en ayant sorti, en étant sorti de cette loyauté familiale archaïque qui nous tient coincés là-dedans, parce qu'on a le droit d'utiliser, de ressentir et de créer ces nouvelles ressources, c'est possible. Donc il y a deux étapes, sortir de la loyauté et ensuite ancrer ça assez longtemps pour que ça devienne la réalité. D'accord? C'est comme ça que ça marche, la thérapie familiale. C'est pas pareil sur la thérapie transgénérationnelle, parce que la thérapie transgénérationnelle, c'est agir sur l'inconscient de ses ancêtres. Eux, ils sont pas vivants, eux, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de conflit d'ego, ils sont hyper efficaces. On change un truc, ça change immédiatement. C'est le gros avantage des ancêtres. Mais c'est les mêmes outils, d'accord? Donc, si j'ai pas ces outils-là de thérapie familiale, je ne peux pas faire de transgénérationnel efficace dans le sens où je ne veux pas aller repérer le bon ressenti, faire exprimer les bonnes choses dans le bon sens, comme on doit le faire selon Alice Miller, d'accord? Et donc ça marche pas. Je fais rien en fait, ou je fais du bricolage qui de temps en temps, je suis désolé pour le mot bricolage, mais je ne vais pas au fond de ce que mon inconscient a les capacités de faire. Et pour moi, ne pas aller au fond de ce qui est possible, c'est dommage. C'est ce côté perfectionniste que j'avais qui m'a poussé à trouver le meilleur, le plus précis, le plus efficace en permanence. Et je suis super content parce que les gens sont super contents. C'est le meilleur, le précis et le plus efficace. Je lis pas du tout le chat pendant ça. Hop, hop, hop. Bien sûr, parce que je vous présente le truc.
Je pense du livre Human Design, je ne l'ai pas lu. Frontal gauche, ça dépend de l'âge que l'on a lorsque ça arrive. Euh, ça dépend. Ça dépend de tout, en fait. Je ne sais pas qui me pose la question. Angélique. Pas de séquelles d'humeur du tout? Non, non, pas de séquelles de mémoire. Euh, j'ai l'impression que j'ai pas les neurones. J'ai l'impression que je n'ai pas les neurones pour parler de moi. Il y a besoin de neurones pour parler de soi. Ok. Nous jouons on a repéré ensemble dans ton parcours que il va être temps maintenant de travailler en thérapie familiale, puisque on a vu hier aussi un petit signe que faire le deuil de ta mère, ça t'avait apporté à pouvoir ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc c'est en cours, on s'inquiète pas. Est-ce que j'ai encore autre chose? Ouais. Le but de la TEFT, c'est d'accompagner les enfants qui ont grandi sans toutes leurs ressources pour combler ces fameuses défaillances parentales subies, cette pédagogie noire, et de réparer les drames vécus par leurs ancêtres et transmis par le mort cellulaire. C'est ça, la thérapie familiale. La thérapie familiale va être utilisée pour les enfants subissant la pédagogie noire et utilisée chez les ancêtres pour faire du travail transgénérationnel profond qui va vous apporter de vraies ressources, vous, à votre place de consultant. D'accord? Des vraies ressources familiales. Grosso modo, j'ai l'habitude de dire que en transgénérationnel, on va faire la thérapie familiale ou la thérapie de la famille des ancêtres. D'accord? On va considérer les ancêtres en tant que famille, on va réparer leur famille, ce qu'ils ont vécu dans leurs liens familiaux. Accompagner les enfants intérieurs des adultes. Oui, bien sûr. On travaille sur l'enfant intérieur. Avec un regard, une façon propre à la TEFT. On est vraiment que sur l'enfant intérieur, il n'y a pas de mystère. L'idée, c'est de changer le terreau. Alors, ça, c'est une métaphore que je vous propose parce que je l'aime bien, elle est assez parlante. Euh, je vois les parents comme deux jardiniers. D'accord? Ils sont deux jardiniers, ils ont appris chacun de leur côté à jardiner. D'accord? Et quand ils se rencontrent, eh bien, ils ont envie de planter des trucs et que ça pousse, quoi. C'est leur passion, là, le jardinage. Et donc, pour ça, ils vont construire une plus ou moins grande jardinière qui sera leur foyer, leur maison. Dans cette jardinière, ils vont mettre toutes leurs ressources, tout ce qu'ils savent faire, donc toutes leurs qualités, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le terreau qui va permettre de que papa plante la petite graine dans maman, et que en arrosant cette petite graine, quand maman va arroser la petite graine, et papa va apporter la lumière et la chaleur, cette petite graine va pouvoir se développer. D'accord? Maman apporte l'eau, papa la lumière et la chaleur. C'est papa le soleil, maman l'eau. D'accord? Et cette petite graine, elle va pouvoir pousser. Mais cette petite graine, elle va utiliser les ressources qui sont dans le terreau. D'accord? Donc, si les qualités des parents ne sont pas suffisantes, elle va pousser comme ça. C'est une petite plante chétive quand elle pousse. D'accord? Parce que bien souvent, le soleil, il est trop fort. Il va brûler la plante. Ou il est absent. Et alors là, elle va être complètement chétive. Et parfois, bah, c'est trop arrosé. Donc la graine, elle pourrit et ça sort jamais. Et puis, si c'est trop arrosé, quand elle a poussé, ben, ses racines sont étouffées et puis elle est toute jaune et ça va pas non plus. Et puis, si c'est pas arrosé, ben, c'est sec et elle grandit pas et elle sèche. Alors, si en plus c'est pas arrosé avec le soleil trop présent, bon voilà, vous voyez le carnage que ça peut faire. Et ben, c'est exactement ça un enfant. Un enfant qui n'a pas profité des ressources complètes de ses parents, qui a donc poussé dans un terreau pauvre en ressources, donc pauvres en ressources parce que leurs parents ont des défaillances parentales, cet enfant, il n'a pas exploité au maximum les capacités qui étaient dans sa graine. Il ne peut pas les exploiter parce que le terreau dans lequel il pousse, ben, c'est du terreau de mauvaise qualité. Euh, Nous, notre boulot, c'est pas mettre des petits bâtons d'engrais
dans dans la jardinière. On pourrait faire ça, hein. Ça, c'est globalement, c'est ce qu'on arrive à faire quand on travaille bien en décodage biologique. On met des petits bâtons d'engrais pour donner des ressources de temps en temps pour arriver à faire de meilleures choses. OK. Mais il faut sans arrêt mettre des bâtons, en fait. Et ces petits bâtons d'engrais, il faut qu'ils soient spécifiquement adaptés au manque. C'est un peu compliqué à trouver le bon bâton d'engrais tout le temps. Donc, il n'y a que les très bons thérapeutes, pour moi, en décodage biologique, qui font ça. Euh, OK. Donc, on va faire autre chose en test. On va aller délicatement dépoter ce petit arbre qui est tout chétif, d'accord? Et on va aller le replanter en pleine nature, au bord d'un ruisseau, exactement dans le bon espace, le bon contexte qu'il lui faut pour se développer au maximum, suivant bien sûr le type de l'arbre. Un sapin, ça n'a pas besoin des mêmes choses qu'un chêne, qu'un érable, qu'un... Exactement. Donc chacun son espace. Et c'est à nous de choisir cet espace-là suivant les besoins de l'enfant et ce dont il a besoin. Et parce qu'il est planté en pleine terre, il a accès à toutes les ressources de l'univers. Parce que la terre, qui n'est pas cloîtrée dans une jardinière dans laquelle on n'a mis que ce qu'on avait, bah, la terre va lui apporter toutes les ressources. Et donc, il va pouvoir repartir et, avec ces ressources, développer enfin toute la puissance innée qui est dans la graine. C'est ça qu'on fait en TEFT. On change le terreau en lui donnant accès au meilleur terreau universel de la nature. Ça marche? Donc, vous allez souvent entendre parler de terreau et de ressources et de jardinières et de blocage et de défaillance à travers cette métaphore-là parce qu'elle est pour moi la plus parlante aussi symboliquement. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'idée, ben voilà, l'idée c'est ça. C'est lever le voile sur tout ce qui était votre ciel gris et faire laisser pousser cet arbre qu'il s'explose dans son environnement le meilleur pour lui. Du coup, les problèmes de racines dentaires ou de cheveux peuvent avoir un lien avec ce terreau. Ouais, alors ça, c'est un petit peu capillotracté, Karen. Tout peut avoir, tous vos conflits viennent du terreau. C'est la partie Y%. Si vous avez des parents absolument formidables qui ont bossé sur eux, qui sont au top pour vous donner le meilleur, peu importe les drames transgénérationnels que vous allez porter, leurs ressources vont vous donner le meilleur et vous n'aurez aucun problème. Vous ne vivrez que temporellement, parfois, une petite histoire tranchée qui reste. D'accord. Mais il n'y aura pas de problème de deuil non fait, il n'y aura pas de problème de viol, il n'y aura pas de problème d'accident, puisque tout ça vient comme solution ou comme événement dû à ce que vous portez. Donc, pour moi, le Y, c'est et primordial et souvent complété par du transgénérationnel. Faut déménager? Ouais, non, en fait. Déménager, c'est pas une bonne idée. Déménager, c'est emmener avec toi ces problèmes ailleurs. Je sais plus qui disait, j'ai mis des distances avec mes parents, ça change rien. Bien sûr que ça change rien. Vous êtes parti avec vos problèmes, ils sont à l'intérieur de vous. C'est pas vos parents le problème, c'est ce que vous n'avez pas eu. Et nous, en tête, on va pouvoir aller chercher ce que vous n'avez pas eu. On va pouvoir corriger ce problème-là. Se reconnaître comme enfant de la terre et du ciel. Non, Magali. Alors, je dis non, Magali, parce que on est humain. On est les enfants de toutes les qualités, de tout ce qu'on réussit à dépasser nos ancêtres. On est le résultat de toutes les réussites de nos ancêtres. On est bloqué par leurs échecs. On peut remonter leurs échecs et les réparer. Dans ce cas-là, on va profiter de leur réussite. Mais on est des humains qui venons de deux êtres humains qui sont unis féminin-masculin. C'est ce qui fait notre énergie à nous, féminine ou masculine, dans cette qualité qu'on peut récupérer de nos ancêtres à travers nos parents. Donc nos parents sont la première barrière entre nous et les qualités de nos ancêtres. Mais du coup, s'ils diffusent que de la merde, ben forcément, on vit dans la merde, même sans parler des ancêtres, quoi.
Peut-on directement sur les membres de notre famille? Alors, qu'est-ce que tu entends par... Alors, prenez votre micro, s'il vous plaît. Si c'est possible, ça me plaît Oui. pas de lire le chat, on perd du temps. Donc, ouvrez votre micro si vous avez des questions. Ce que je voulais savoir, en fait, c'est est-ce que on peut, avec suffisamment de distance, puisqu'on est impliqué nous-mêmes, est-ce qu'on a la possibilité de travailler de faire ce travail avec nos enfants, avec nos parents, s'ils sont Absolument encore pas. vivants? Voilà. Absolument pas et surtout pas. J'ai expliqué ça hier déjà. Même si toi, tu as acquis la distance nécessaire pour ne plus être impacté par rien du tout, eux ne l'ont pas acquise. Donc, eux vont continuer à projeter sur toi ce qu'ils projettent toujours. Et donc, le travail thérapeutique ne peut pas se faire. Il faut que ce soit vraiment un étranger qui le fasse pour que ce soit neutre et le plus efficace possible. Donc, pour faire évoluer la situation, il faut se travailler uniquement sur soi pour que ça Exactement. impacte les parents ou les enfants ou les Alors, petits-enfants. ça ne va pas impacter les parents, ça va impacter tes propres réactions face à tes parents. Et c'est ça Ok. qui va changer la dynamique de la relation. C'est que toi, tu seras plus en souffrance par rapport à leurs défaillances. Et en travaillant sur toi, tu vas pouvoir proposer à tes enfants une mère complètement différente qui a d'autres ressources et du coup réparer ce que tu n'as jamais réussi à faire avec eux inconsciemment par ce que tu portes en toi qui est nouveau, Qui viennent de mes parents. Mm. qui Et vient mes de tes enfants. parents, qui vient de toi, puisque c'est toi qui as réussi à retrouver ces ressources. Oui, oui, les ressources, je les retrouve, mais en fait, les conflits viennent par rapport à ce que j'ai reçu des parents et des ancêtres. Et des ancêtres. Donc tu vas travailler sur ton histoire d'ancêtre, ton histoire de parents, et tu seras le meilleur maillon pour transmettre tout ça à tes enfants, bien sûr. Ok, merci. Tu vois, c'est plus facile en live. Bien sûr. Parce Bien qu'écrire sûr, bien ça, sûr. c'est chiant. Mais je voulais pas couper, Non, voilà, non, non, coupez-moi, l'explication. coupez-moi, coupez-moi, parce que finalement, on perd du temps. Fatima, Oui, j'avais une question par rapport au transgénérationnel. ouais, Donc, est-ce qu'on peut pas, enfin, je t'avais posé la question hier par rapport à la libération des ancêtres, enfin, et des descendants. ouais, Enfin, oui. Est-ce que c'est de ça dont on parle là maintenant? oui. Enfin, quand tu dis que avec enfin, notre nouveau terreau, on va pouvoir Alors, effectivement agir. Enfin, je ton, sais pas comment ton- expliquer. il faut garder Je parlais, tu sais, tu te souviens, juste, excuse-moi, tu sais, par exemple, si une répétition dans une lignée, par ouais, exemple, le premier homme qui meurt à 40 ans, enfin, je sais pas mhm. pourquoi je pense à cet exemple-là chaque fois. Parce Voilà, que euh, c'est à la fois dissocié et imbriqué. C'est assez touchy à donner comme information. Si les premiers hommes des lignées meurent en 40 ans, c'est transgénérationnel. On va le travailler. D'accord? c'est ça, je voulais savoir, oui, c'est ça, ok. On va le travailler, on va le réparer et Tout c'est à l'heure, oui. terminé. Oui, Mais d'accord. on va le travailler avec des outils de thérapie familiale. Nous, thérapeutes. Je parle de nous, thérapeutes. Je ne parle pas de ton, ton consultant. Ton consultante, tu vas être guidé par ton thérapeute pour aller réparer ta propre histoire familiale. D'accord? Enfin, ta propre Mm. histoire transgénérationnelle, pardon. Si tes parents sont défaillants, il faudra travailler ça aussi, parce que c'est pas parce que tu travailles le transgénérationnel que tu vas réparer le parental. J'ai un excellent exemple sur ma chaîne YouTube. Je l'ai laissé en page de garde. J'ai Christelle qui témoigne. Christelle est venue faire du transgénérationnel avec moi. Et elle avait une façon assez particulière de travailler. Elle avait monté une branche. Ça ne l'avait plus faire la généalogie. Elle avait monté une branche. Et elle m'a dit, OK, j'ai cette branche-là. Est-ce qu'on peut travailler dessus? Ben oui, on travaille. Donc, dans cette branche-là, on est remonté jusqu'à la famille dramatique. Vous allez voir comment ça se passe cet après-midi. On est monté jusqu'à cette famille dramatique. On a réparé le problème de cette famille dramatique. Ça a plu à Christelle. Et donc, Christelle a monté sa deuxième branche. Elle est venue me voir en disant, ah, on peut travailler celle-ci aussi? Ok, on a travaillé, on a analysé, décodé, travaillé la deuxième branche, résolu le problème de la famille dramatique de la deuxième branche. Ok. Et puis, je l'ai vu 8 fois. On a fait 8 séances sur les 8 branches qu'elle me proposait. Et très souvent, quand on faisait le travail, elle me dit, ah, c'est marrant, j'ai l'impression de parler à mes parents. Là, j'ai l'impression de parler à mon père, là. Ou ça, c'est plutôt ma mère. Parce que les gens, dans le travail thérapeutique transgénérationnel, vont prendre la place de leurs ancêtres. Bref, on verra ça tout à l'heure. Euh,
Et à la fin, quand on a fait tout son arbre, qu'on a construit tout son arbre, qu'elle a tout réglé, elle était tout contente, ouais, c'est bon, on a terminé. Mais il y a quand même des trucs qui vont pas encore dans ma vie. Comment ça se fait? Bah, quand tu dis plusieurs fois, j'ai l'impression de parler à mes parents, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait pas totalement réglé vis-à-vis des compétences de tes parents? Ah bah si, ma mère si, mon père là. Ok, bah maintenant on peut attaquer le travail familial. Elle a absolument pas voulu entendre ce que je lui proposais depuis tout le début, hein. C'est depuis vraiment tout le début, dans les premiers mails, je vais envoyer toutes les informations sur le travail familial. Elle a absolument pas voulu l'entendre parce qu'elle veut faire le transgénérationnel, donc j'ai suivi. Et à la fin, quand elle a fait le transgénérationnel, elle s'est enfin mise à attaquer le problème familial. Et l'histoire de cette femme, c'est quand son enfant a 2 ans, par mégarde, par inattention, par concours de circonstances, bref, il va s'échapper de la surveillance de ses parents et il va se faire écraser la tête sous la roue du tracteur du père de cette femme. Donc, euh, mais lui, il fait ses manœuvres, il fait son truc. Il n'est pas censé avoir un gamin de 2 ans qui l'a suivi. Il n'est pas au courant, lui. Il monte son tracteur, il paf, il l'écrase. Ce gamin, il a un peu de chance que le sol est assez mou. Ça va écraser son cerveau, ça va laisser des séquelles physiques sur son visage, etc., etc. Il a des difficultés aujourd'hui, mais relativement légères de comportement. Euh, je travaille avec lui après, donc on a changé aussi plein de choses de son histoire de cette façon-là, mais euh, il y avait cette loyauté de, ben voilà, j'ai jamais pu en vouloir à mon père, parce que c'est mon père. Je suis en loyauté à lui. Et je suis en loyauté parce qu'il m'a pas donné ce qu'il fallait enfant, donc il y a quelque chose que je garde contre lui, et puis que je garde contre ma mère aussi, parce qu'elle aurait pu être là aussi, puis surveiller mon fils. Bref, il y avait de la colère contre tout le monde, et il y avait des tas et des tas d'histoires, parce qu'ils ont été défaillants, comme tous les gens. C'était cette espèce de pédagogie noire qui était appliquée partout, à différents niveaux, différentes puissances, bien sûr, mais il n'y a que quand elle a fait son travail en thérapie familiale qu'elle a enfin pu revenir à elle, revenir à ses relations et être la bonne mère pour ses enfants, donc changer l'histoire de ses enfants. Donc le transgénérationnel, c'est pas universel, c'est pas magique et c'est pas la panacée. C'est X plus Y plus Z le problème. D'accord? C'est pas que transgénérationnel, c'est pas que familial, c'est pas que le deuil. Chez certaines personnes, exceptionnellement, si. Et puis chez d'autres, ben voilà, il y a 33% partout, donc ben voilà. Même si au début, les gens viennent pour du transgénérationnel parce qu'ils sont focalisés transgénérationnel, il y a une bonne raison inconsciente d'être focalisé transgénérationnel. Pourquoi, à votre avis, les gens aiment bien le transgénérationnel? Qu'est-ce qui leur plaît dans le transgénérationnel? Inconsciemment, j'entends. Réfléchissez 2 secondes, d'après tout ce que vous avez vu tout ce week-end. Pourquoi le transgénérationnel, ça leur plaît plus que le reste? Pourquoi ils vont vers ça d'abord? Ça permet de fuir directement le problème. Quel problème? Bah, le conflit. Quel conflit? Le conflit, le conflit qu'on a l'impression de vivre et qu'on a ressenti. Hmm. C'est Loyauté familiale. peut-être une façon de reporter sur les ancêtres ce que on est en train de vivre avant d'attaquer notre propre vie. Ok, donc Peut-être. à demi-mot, tu parles des parents. Hmm. S'adresser, s'attaquer aux ancêtres, ça évite, comme c'est écrit dans le chat, de ne pas affronter sa loyauté familiale. Oui, peut-être. Donc, j'ai un problème dans ma vie, je sens que c'est pas moi que je le porte, etc. Les gens disent souvent ça. Je vais voir mes ancêtres. Pourquoi? Parce qu'elle est affronter ça et reprocher ça aux parents, c'est pas possible, je suis en loyauté. Donc, en tant que futur thérapeute TED, vous recevrez des gens pour du transgénérationnel qui sont juste en train de se voiler la face alors que leur problème, il est familial. Et il y a des gens qui vont refuser d'aller voir le familial très longtemps, jusqu'au bout. D'ailleurs, j'en ai encore un là qui m'a montré ça il y a très peu de temps. On a fait un énorme travail transgénérationnel, on a libéré absolument tout ça, mais son problème de burn-out n'est pas réglé. Parce que son problème, il est un problème de valeur face à son père. Il fait un burn-out parce qu'il cherche à être le plus performant possible pour avoir sa valeur. Pourquoi? Parce que papa lui a pas donné sa valeur, donc il la cherche dans le travail. Donc il va se tuer au travail, c'est le burn-out, pour arriver à obtenir une valeur intellectuelle, pour montrer à
papa, qui est juste que son chef, son patron, etc., qu'il a de la valeur. Le burn-out, il est juste pas professionnel, il est familial. Je fais un burn-out pour avoir ma valeur qu'on aurait dû me donner, que j'ai pas eu. Et je cherche à la trouver dans le travail. C'est pour ça que je m'épuise là-dedans, parce qu'en fait, c'est ça qui est abrutissant, c'est que même si je suis performant au travail, même si mon chef me donne de temps en temps de la valeur, ce qui n'arrive pas souvent, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont aussi dévalorisants, dévalorisés qu'ils ont été dans leur enfance, normal. Je vais obtenir potentiellement de la valeur de mon chef, mais mon chef, c'est pas mon père. Donc ça règle pas mon problème. Mon inconscient, il attend que papa me donne ma valeur. C'est pas mon chef qui me l'a donné puisque c'est pas papa. Ça marche pas. Donc même si j'ai de la valeur, je vais continuer à bosser comme un con parce que j'ai toujours pas, même si j'ai de la valeur de mon chef, pardon, je vais continuer à bosser comme un con parce que j'ai toujours pas eu la valeur de papa que j'attends. Donc quand les gens viennent en burn-out pour régler leurs problèmes, qu'ils ont vu un coach, machin, tout ça, ils- ça sert à rien tout ça. La source, elle n'est pas là. Ils cherchent pas la source au bon endroit, mais bien sûr qu'ils peuvent pas la chercher en thérapie familiale puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir les yeux sur leur loyauté. Et c'est parfois pour ça qu'ils vont la chercher chez leurs ancêtres. Bon, ben voilà. Merci. Hem, Juste encore une petite question. Si on vient d'une culture, enfin bon, moi je suis d'origine marocaine. Ouais, Hem, Ma maman et moi, on est arrivés en France parce que mon papa travaillait ici, ouais. et on vient d'un milieu, enfin de la campagne Mhm. où les femmes, quand elles épousent, enfin quand elles prennent un époux, elles viennent habiter chez les beaux-parents. C'est-à-dire qu'on Ouais. tout le monde vit Oui. ensemble, en fait. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que ce sont les beaux-parents, enfin les parents qui ont des fils et ben, leurs femmes, viennent habiter chez eux. Ouais, Voilà, les hommes ne quittent pas le domicile familial. ouais, Est-ce que, on peut quand même, comment dire, travailler même si on vient d'un autre système sociétal, on va dire? Enfin, je sais pas comment ouais. expliquer. Le, Oui. c'est le, j'en ai parlé un petit peu dans le décodage biologique. Vos conflits viennent de ce que vous avez vécu en termes de archaïque, de survie, de protection, de machin, mais aussi sont liés au contexte familial, au contexte local, au contexte religieux, bref, à tous les contextes de votre vie. Donc, on va adapter notre travail suivant les conflits que vous avez vécus dans votre propre contexte. On va apprendre à écouter l'autre dans Mmh. ce que j'ai appelé Mmh. la carte du monde. Euh, euh, et je vois ça extrêmement souvent en ce moment, c'est marrant, mais euh, les gens issus de ce genre d'histoire, comme toi, Fatima, ont énormément de mal à sortir de leur loyauté à leurs origines parce que bah, c'est leurs origines. Et que originellement, ça se passe comme ça, et que originellement, la femme a cette valeur-là, et qu'elle n'a absolument pas le droit d'avoir aucune autre valeur. Donc il y a un énorme travail de loyauté à la religion, aux origines archaïques de vie de cette vie de campagne qui est à faire. Et ça, Oui. certaines personnes sont aptes à le faire, et puis certaines personnes nous restent bloquées dedans parce que non, c'est pas possible, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Ok, ben là, Alors, il y a besoin d'une énorme motivation interne pour le faire, et ça va dépendre des gens en fait. oui, c'est religieux et mais pour ma part, c'est beaucoup culturel. C'est-à-dire Culturel, que voilà, c'est le mot aussi voilà, que je cherchais c'est et que je trouvais pas. Voilà, ça fait partie des, ah des mots voilà, que je trouvais pas. d'accord, C'est culturel. voilà, d'accord. Parce Donc oui, que c'est changer de société, voilà, quand ma mère, elle ouais. est arrivée ici, ben, elle, ça l'a complètement, bah, vous vivez entouré de vos parents, enfin bon, à l'époque, elle vivait chez bon, je vais pas développer parce que c'est pas Ouais. le but. Mais Hem, l'idée est intéressante et voilà, merci de le soulever, c'est qu'on va s'intéresser aussi au contexte culturel. Et merci. parfois, ben, ce contexte culturel est tellement fort, tellement là, que pour le contourner, ça va être compliqué, ouais. C'est pour Mais ça que c'est j'avais possible. c'est pour ça que j'avais mis le nom de la fidélité au clan, que Ouais, tu avais associé à à la loyauté. à la loyauté. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ta Fidélité, réponse. c'est si je suis fidèle, c'est volontaire. Oui, Dans le sens loyauté, bah, c'est comme ça. Point. Je ne veux pas faire autrement. Il y a cette différence entre la fidélité et la loyauté. La loyauté, elle est bien plus profonde. merci. Euh, Karine qui donne le laisser, merci. Bah, à bientôt. Céline, Il y a le son.
Marie-Hélène? Oui, tu parlais du burn-out tout à l'heure. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux aussi parler du bore-out, quelqu'un qui est mis au placard? C'est de la dévalorisation et du rejet. Ouais, Donc, s'il est dévalorisé, rejeté, c'est qu'il a vécu ça dans son histoire. Il suffit de remonter à la source et de la réparer. C'est le même, toujours le même principe. Si je vis quelque chose, d'accord. si je vis un ressenti, ce ressenti a une source plus tôt dans ma vie. Il y a un programmant. On remonte au programme, qu'il soit Ok. familial, transgénérationnel, peu importe. Ce bar-out va avoir la Oui, même racine et n'importe quel problème va suivre les mêmes principes. On va les aborder de la même façon. Après, bien sûr qu'on sait les décoder, mais quand on a compris que dans le principe, un ressenti vécu dans n'importe quel événement de notre vie vient d'un conflit où il y a eu ce ressenti-là à la base, bon, bah, c'est relativement simple de travailler, quoi. ok. Bah, écoute, Avec les merci, bons ça va outils, m'aider. bien sûr. Avec les Ça bons va outils. m'aider. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Merci. Céline, c'est pourtant ce que j'ai fait ces jours-ci en allant voir ma mère et lui dire que mes parents m'ont fait les souffrances. Elle était dans le déni. J'ai voulu la confronter car j'en pouvais plus. Je voulais qu'elle se reconnaisse ses excuses. Ça a été peine perdue. Je pense leur fait du mal. Oh, la pauvre maman. Oh, comme je plains ta pauvre maman que sa petite fille Céline lui ait fait du mal. C'est horrible ça que tu lui aies fait du mal. C'est interdit ça. Mais qui tu es pour faire du mal à ta maman? Voilà ce qu'on va te dire en thérapie. Mince, t'es en souffrance. Mais le problème, c'est que c'est pas ta mère d'aujourd'hui qui va t'aider parce qu'elle n'a pas évolué, ta mère. C'est la mère de l'époque qu'il faut aller confronter, Céline. Je te l'ai dit, répété depuis 3 jours. C'est C'est pas... l'exercice qu'on a fait hier avec l'avocat, alors. Bien sûr. D'accord. Ouais, que j'arrive pas à faire, justement. Ben Mm. oui, parce que tu es en loyauté. Regarde, tu es en loyauté. Je pense lui avoir fait du mal plutôt qu'autre chose. Tu te reproches toi-même Ouais. de lui faire du mal. C'est de la loyauté pure. Tu l'écris. Facile. Ouais, parce que je pense qu'après, elle va en parler à mon père ou à mes frères et ils vont me jeter la pierre en disant que ben ils sont âgés, ils sont fatigués, que Oh, les j'essaye de remuer le pauvres, il couteau faut dans pas la les plaie et embêter. que j'ai qu'à les Mais laisser ils ont tranquilles avec tout raison. ça. Ils ont raison. Arrête de chercher auprès de ta mère. Travaille sur toi. Et, Mm. et, euh, c'est extrêmement difficile de sortir du statut de victime. Parce qu'il n'y a que dans le statut de victime qu'on a de la reconnaissance de nos douleurs. Et encore quand c'est reconnu, parce que là c'est pas reconnu du tout, ils veulent pas Oui, reconnaître, c'est oui, encore mais, pire. mais, mais, mais tu cries tellement ta douleur, Céline, tout le temps que tu as besoin qu'on reconnaisse ta douleur. D'accord? On est Mm. bien d'accord. Et c'est la Oh oui. victime qui va crier partout sa douleur parce que, globalement, je vais faire l'hypothèse avec quelques indices, et j'aime pas faire ça, mais tant pis. Je suppose que quand tu étais petite, il n'y a que quand tu étais malade que ta mère s'occupait de toi de considérer. Bon, je sais même plus, figure-toi. Ah bah, Je sais réfléchis. qu'elle était, enfin, elle faisait pas les devoirs avec moi, il fallait que je me débrouille tout seul. Enfin, Ah, j'étais un d'accord. peu livrée à moi-même, quoi. Quand tu étais Voilà. malade, comment elle agissait avec toi? Je ne sais plus du tout. Honnêtement, je ne sais plus. Trouve ça. Si je te juste, je vais vraiment être honnête, je ne m'en souviens absolument plus. J'ai D'accord, l'impression d'accord, d'accord, d'avoir un d'accord. trou. Juste, je tape, pause, prouve Oui. ça et tu vas voir que c'est ça. Les victimes ont été considérées uniquement quand elles étaient malades. Donc leur mécanisme appris, c'est il faut vraiment que je sois au fond du trou, que ça s'intéresse à moi. Donc mon schéma de victimisation va me permettre potentiellement d'avoir de la compassion. Donc je vais tourner en boucle dans mon malheur que je vais raconter à tout le monde tout le temps. Voilà. Bah, sur l'enfance, non, j'en ai pas parlé depuis beaucoup d'années. Et puis figure-toi que c'est en ce moment que ça revient. Je sais pas si c'est suite au viol que j'ai eu il y a 10 jours, si c'est à cause de ça, enfin un peu plus de 10 jours. Mais bah, si, certainement. Céline, on parle de Z% là. Dans Z%, il y a quoi? Il y a les viols. Donc voilà, on ne Ouais. va pas chercher plus loin. Il y a tout ça à travailler. Oh, il y a du boulot. Oui, ben oui, il y a du boulot. Ben oui, il y en a certains qui en ont plus que d'autres. J'en ai fait partie, je sais ce que c'est. Mm. Corinne, Sandrine, allez, laquelle tu as Sandrine, t'es à gauche. Je prends toi d'abord, dans l'ordre de l'écran. Oui, alors moi je voudrais être certaine d'avoir bien compris quand tu as parlé du burn-out. Le burn-out est toujours familial, d'origine familiale, Ouais, donc on est dans le Y, je vais même chercher si la ça arrive re... dans le Z, et c'est toujours le père, ça peut pas être la mère. Non, non. C'est la reconnaissance au père, c'est ça Alors, toujours? hop, 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 hop. Ça dépend des gens.
globalement, en majorité, et c'est une généralité qu'il faut adapter à chacun, comme à chaque fois, euh, je fais du burn-out parce que je cherche à avoir de la reconnaissance et globalement une reconnaissance de mes capacités intellectuelles. Donc, c'est plus souvent maman, plus souvent papa, je veux dire. Mais il peut arriver que ce soit autre chose. Voilà. Après, ça s'étudie dans du travail individuel. Mais globalement, quand je cherche, quand je réfléchis 2 secondes, hein, pourquoi je me suis tué au travail? C'était quoi mon objectif? Ben, c'était d'avoir de la valeur, c'était d'avoir des retours positifs sur ce que je faisais. Et comme j'en faisais pas assez, ben, j'avais pas assez de retours positifs, donc j'ai cherché à en faire plus, 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 plus. Maintenant, le burn-out chez les soignants, c'est pas la même chose. Le burn-out des soignants, c'est il faut absolument que je sauve les gens. Et là, on est plus sur je vais sauver maman. Donc, ça dépend de chacun. D'accord? Puisque, Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension du cas par cas et de la vie de chacun. exactement. On va adapter le principe à la carte du monde. Mais si je m'explose au travail pour avoir quelque chose, c'est le quelque chose qu'on va aller regarder qui va correspondre au quelque chose que j'ai pas eu dans mon enfance. Mhm. Et ça Ok. marche extrêmement bien, ça. Corinne, du coup, Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire il y a quelques instants. C'est sur la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est nécessaire quand même en tant que thérapeute d'avoir quand même un minimum de connaissance des cultures? Parce que si alors, on reçoit des consultants qui ont des cultures différentes, alors pour pas être trop, enfin, voilà, enfin, je sais pas si tu me comprends. ouais, complètement. Je te rassure, j'ai acquis ces connaissances des cultures au fur et à mesure. D'accord, D'accord? Quelqu'un qui est à fond dans sa culture ne va pas venir me voir si mon inconscient n'est pas capable de m'ouvrir sa carte du monde. d'accord, ouais. D'accord? Tant que Mm. je ne suis pas capable de m'ouvrir à ce qu'il a pu vivre, je ne suis pas capable de m'ouvrir à comprendre sa culture et comprendre sa douleur. Donc ces gens-là ne viennent pas te voir, tout simplement. C'est réglé. Petit à petit, des gens sont venus me voir qui étaient pas trop imprimés par leur culture, et puis aujourd'hui, de plus en plus. D'accord? Pourquoi? Bah, parce que de plus en plus, j'ai appris, compris ce qui pouvait se passer dans telle ou telle culture, de telle ou telle façon. Et voilà, je me suis intéressé parce que j'avais besoin de m'y intéresser pour mieux aider les gens. Mais non, j'ai pas fait d'études de toutes les cultures du monde. Ouais. Non, enfin, c'était pas des études, mais c'était des connaissances. Mais je comprends Ouais, très mais bien ce que c'était. tu viens de dire et ça rejoint en fait, voilà, on, on attire ce qu'on vibre, quoi. Hmm, bien Ok, sûr. Tu vas attirer les consultants que tu es capable d'aider. ouais, C'est tout simple. ok. Personne ne viendra te voir que tu n'es pas capable de l'aider. Moi, ça m'est arrivé une fois employé, où j'ai complètement buté, mais alors sur son cas, c'était une jeune femme qui avait mal partout, qui était tétanisée, qui était coincée. Elle était déjà venue me voir pour d'autres bricoles qu'elle avait eues, genou, cheville ou je sais pas quoi. Et là, elle revient me voir dans un état, mais alors coincé, impressionnant. Et je fais que poyer à l'époque. J'ai commencé ma formation en décodage biologique, mais à peine. Donc je sais que, bon, je travaille en poyer, je tente de refaire, de réharmoniser, de remettre le mouvement, de libérer les tensions. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Ça sert à rien. Je suis totalement impuissant. Et bah, écoute, je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. Et c'est depuis quand ça? Bah, c'est depuis dimanche matin. Je me suis réveillé comme ça. Ok, c'est passé quoi samedi soir? Ah, mais non, non, je ne vais pas en parler, c'est trop dur. Je me suis fait agresser dans un bal. Il y a un mec qui m'a mis des coups de pied, de machin. C'était horrible. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Eh ben, c'était l'enfer. Non, non, je ne peux pas en parler, c'est l'enfer. Ok. Donc, je te donne le numéro de mon formateur. Il va t'accompagner là-dedans. Et voilà. Mon action, c'était de lui donner le numéro de la bonne personne. Elle est venue me voir juste pour ça. J'ai juste servi à ça, puisque employé, j'ai rien pu faire. Mais, c'était pas venu me voir, j'aurais pas pu la brancher avec quelqu'un en PNL qui aurait pu aller travailler sur son trauma. C'est tout. Et parce que je connaissais ça, elle est venue me voir d'emblée. Donc, Ouais. les gens qui viennent vous voir, vous pouvez quelque chose pour eux, Mm. même si ce n'est pas dans vos compétences. Vous avez au moins un numéro à leur donner. Ok. Merci. Euh, je prends le chat 2 secondes. Chez moi, culturellement, c'est mal poli, dans le sens je n'ai pas de valeur d'exprimer ses ressentis envers les parents. Mais bien sûr que c'est mal poli, c'est chez toi culturellement comme partout. C'est de la déloyauté parentale. Je t'ai dit,
ce quatrième commandement qu'on a en judéo-chrétien, il existe d'une autre façon dans toutes les cultures. Donc bien sûr que c'est mal poli. On va toujours te regarder de travers, même nous, Français, par rapport à nos parents. C'est pas possible. Mais il y a un moment où est-ce que tu veux aider la petite fille intérieure à changer ta vie ou pas? Voilà, c'est juste ça que vous avez décidé. Marie-Hélène, toujours en relation avec le travail, quelle piste pour quelqu'un qui a du mal à trouver un emploi? La piste de la dévalorisation. Voilà, on va travailler sur sa valeur. Sandrine, on se sort un petit peu Non, pardon, en fait, j'ai oublié de baisser ma main. D'accord. Excusez-moi, Christophe. Karen, Je la vas-y. baisse de suite. Karen? Oui, bonjour. Ouais. En fait, moi, j'avais une question pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur la victimisation. Ouais. Donc moi, pendant longtemps, j'ai été la victime. Je voulais faire reconnaître à ma mère tout ce qu'elle m'avait fait. Voilà, j'ai dû choisir mon père entre ma mère. Bon, voilà, devant un juge, ça a été très, très compliqué. Quand Ah, j'ai compris, en fait, qu'en tant qu'enfant, ben, je ne pouvais rien faire sauf que subir parce que ma mère me faisait subir, que ouais. c'était pas ma faute. Et je suis sortie justement de cette victimisation. Je suis restée longtemps, Ouais. très, très, très longtemps. Donc, les conflits avec ma mère, comment, pourquoi, je lui rentrais dedans. Vraiment, ça me faisait beaucoup souffrir. Je coupais les ponts. Bon, vraiment quelque chose de très compliqué. Mhm. Et là, je m'aperçois qu'en fait, une fois que je suis sortie de cette victimisation, du coup, ben, je peux travailler sur moi. L'exemple, par exemple, d'hier, ou l'exercice que tu nous as fait faire avec l'avocate, Ouais. il y a 5 ans de ça, je n'aurais jamais pu le faire. Oui, c'est ce que tu disais dans le chat, ouais. Voilà. Et d'aller travailler avec le Bien. parent qu'elle a été avant, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. Elle a 72 ans, elle continue, voilà, je peux rien faire. La seule Mhm. chose que je fais, en fait, quand tu me confrontes à elle, c'est de me faire du mal. Je viens juste appuyer encore sur quelque chose qu'elle a programmé en moi. Donc, j'ai laissé tomber ça. Ouais. Et le fait de travailler maintenant sur, voilà, ben, c'est pas de ma faute en tant qu'enfant, je ne pouvais strictement rien faire. Je Oui. pouvais juste subir, en fait, les adultes. Je... Et du coup, ça m'a permis de sortir de cette victimisation et de pouvoir avancer. Et il y a je trouve qu'il y a plein de choses, en fait, qui se passent et mon corps réagit plus, 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 plus. Donc, d'où Super. l'intérêt de vraiment sortir de cette victimisation, mais c'est un chemin. J'ai eu besoin de passer par là hein, pour me confronter. Voilà, j'étais face à un mur pendant 15 ans presque. Oui, Euh, oui, mais je vais te poser la même question. Est-ce que ta mère avait tendance à s'occuper que de toi uniquement quand tu étais malade? mais complètement, quand tu as posé la question, j'avais jamais pris conscience de ça. Moi, j'étais une enfant pleine de bêtises. Voilà, je suis très coquine, je suis très fofolette, j'ai toujours fait rire tout le monde. Ah, Euh, et quand j'étais malade, c'était la seule manière, quoi. Je me rappelle, le elle me seul faisait toujours moment. de la soupe. Voilà, elle me faisait de la soupe Elle pour prend dire qu'elle soin de s'occupait. toi. Voilà. Mais c'est tout, c'est tout. Les Ok, devoirs toute seule. et c'est pour ça que tu es resté aussi longtemps dans la victimisation, parce que c'était le seul moyen d'avoir l'intérêt de ta mère. Et en tant qu'enfant, la première chose qu'on veut avoir de maman, c'est de l'accueil et de l'écoute inconditionnelle. Et si elle Voilà. nous rejette en permanence et ne donne rien, c'est l'enfer. Voilà, en fait, j'étais enfermée quand je suis malade, elle s'occupe de moi. Et quand je fais le pitre, parce que je la fais rire. Donc, à 50 ans, je Voilà. fais toujours le pitre pour. C'est Voilà, fatigant, non? je suis restée enfant pour répondre aux besoins de maman. Ouais. Eh ben, Donc, c'est aujourd'hui, bientôt fini, c'est cool. voilà. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est quand on sort de cette victimisation, waouh! Voilà, Ouais. juste pour dire ça. Merci, Karen. Merci. Fatima, Et juste une petite question technique. Est-ce qu'on peut traiter plusieurs membres d'une famille ou pas? ça veut dire quoi? Enfin, ben, si on est thérapeute, est-ce que on peut Ah, traiter quelqu'un, sa maman, voilà. Tu vois, avec le son contexte, ça va frère? mieux. Oui, oui, moi, je peux. Il y a des gens qui ne le font pas. Et comment je vais vous expliquer ça? Euh, j'ai eu cet accident. Je me suis vidé de mon sang à l'intérieur de moi. Je suis arrivé aux urgences avec 4 de tension, plus de pouls. Bref, j'ai vraiment passé à un cheveu de la mort, hein, honnêtement. Pendant 5 jours, mes premiers 5 jours aux urgences, c'était pronostic vital engagé. OK, j'ai survécu. Aujourd'hui,
je ne suis absolument pas touché par les drames des gens tant qu'ils ne sont pas en train de verser leur sang devant moi, parce qu'ils vont pas mourir. D'accord? Quelqu'un qui est face à moi au cabinet ou sur Zoom, il va pas mourir. Donc, c'est pas grave, c'est pas vital. Donc, je peux faire quelque chose. Tant qu'il n'est pas en train de se vider de son sang, il va pas mourir. J'ai gardé ça. Donc, j'ai cette distance avec la douleur des gens, euh, où je peux rester, aussi parce que j'ai travaillé tous mes conflits, bien sûr, ça a bien participé, mais du coup, je séquence énormément les choses. Et quand je suis avec quelqu'un en séance qui va pas mourir, que je peux l'aider, je suis à 200% avec lui dans ma séance. Parce que il faut que je sois attentif à tous les petits signes qui vont être des indices qui vont m'aider à l'aider. D'accord? C'est pas de l'intuition, je répète. C'est de l'écoute active. J'écoute activement ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il place, comment il se respire, comment il bouge. C'est tout des indices pour moi. Et ces indices-là vont m'aider à former des hypothèses, etc., etc. Bref, je suis à 200% avec cette personne-là. Quand il sort de mon cabinet, je ferme son dossier, je l'oublie. Mais je l'oublie. Ça veut dire que quand je suis dans mon village, là où j'ai mon cabinet, que je reçois des gens du village dans mon cabinet, et que je les ai vus le lundi, le mardi, bref, peu importe le jour, et je les croise au marché ou au bistrot après, qui me disent: «Ah putain, c'est chouette, ça va vachement mieux.» Qu'est-ce qui va vachement mieux? Je sais même plus pourquoi tu es venu me voir en fait. J'ai oublié l'histoire des gens. Donc je suis capable de... enfin, mon cerveau, mon inconscient, j'en sais rien, est capable de passer d'une chose à l'autre. Et tant que les gens ne sont pas revenus au cabinet, que j'ai pas réouvert le dossier, que j'ai pas l'image de l'ensemble, je peux pas être avec eux. C'est pour ça que souvent on me pose des questions par téléphone. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que... Ben, j'en sais rien, j'ai pas ton dossier, je peux pas te répondre là. Euh, et c'est pour ça que voir les gens d'une même famille, c'est le même cas. Je vois chaque personne comme individu. J'ai eu là où j'ai compris ça, j'ai compris malgré moi. Un jour, je reçois une femme au cabinet, on travaille sur une histoire, parfait. Un autre jour, il y en a une autre qui vient, on travaille sur une histoire, parfait. Puis il y en a une troisième qui vient, on travaille sur une histoire, parfait. Et sur la troisième, je lui dis: «Mais vous m'avez déjà parlé de ça.» Elle m'a dit: «Bah non, on m'a pas parlé, je viens de vous voir, c'est la première fois.» Bon, bah, je comprends pas du coup. Elle me dit: «Ah, mais c'est peut-être ma sœur.» «Votre sœur? C'est qui votre sœur?» «Eh ben, c'est Madame Machin.» «Ah, c'est votre sœur?» «Oui.» «Ok.» Donc oui, effectivement, c'était sa sœur qui m'a parlé de cette histoire-là. Et puis je reçois une quatrième personne, et il y a, ce- l'histoire, c'était cette mère hypermaniaque. Vraiment, il fallait toucher à rien, c'était hypermaniaque. Et la personne me reparle de la même histoire. J'ai dit: «Mais vous êtes la sœur de Madame Machin?» «Ouais.» «C'est des femmes, elles n'ont pas le même nom de famille, elles sont mariées. Et moi, je ne sais pas qu'elles sont sœurs.» Donc, j'ai travaillé avec quatre personnes différentes qui avaient quatre versions de l'histoire différentes. Il y avait une seule constante, c'est la mère hypermaniaque. Ben voilà, je peux parfaitement travailler avec des personnes de la même famille parce que je ne fais pas le lien entre elles. Et si je fais le lien, euh, elles ont quand même chacune leur version de l'histoire, leur carte du monde. Donc comme je m'attache qu'à ce que la personne a ressenti, ben, je ne suis pas dans le contexte familial. Donc je suis parfaitement capable de travailler avec les parents, les enfants, les maris, les femmes, les uns les autres. Ça ne me pose absolument aucun problème. Parce que Je te- c'est oui. des personnes différentes avec des histoires différentes. Je te remercie pour ta réponse. C'est parce que moi, j'ai tendance à faire des liens entre les choses. Je suis quelqu'un qui fait énormément de liens. Je crois que c'est un mode de fonctionnement chez moi, peut-être pour une question de survie, je sais pas. Donc, je pense que moi, je pourrais pas travailler avec différents membres de famille. Enfin, si un jour, voilà, je, je Mais fais le choix tu de... verras, et puis peu importe, c'est pas grave. Il y a plein d'autres D'accord, thérapeutes, donc c'est pas un problème. d'accord, merci. Marie-Hélène commence à me tirer les verres du nez sur plein de choses. Je vais répondre rapidement, du coup. Euh, quelle piste émotionnelle pour les addictions? La dépendance affective. Voilà. Mais ça, il y a un... Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur le décodage biologique, dans la playlist décodage biologique, qui parle des addictions. Il faut aller la voir, c'est assez intéressant et éclairant. J'ai eu en cours une infirmière spécialisée dans les addictions, puisqu'elle travaillait en addictologie dans un centre spécialisé là-dedans. Et elle a été ravie de sa formation parce que ça lui a donné d'énormes pistes pour aider.
ses patients en addiction, c'était juste génial pour elle. Elle a fait un travail d'enfer avec. Aujourd'hui, elle est à la retraite, elle a ouvert son cabinet, et sa spécialité, c'est l'addiction, bien sûr, puisque c'est l'addiction au départ. Mais la TEF va jouer sur l'addiction parfaitement. Bon, c'est 13h10. Je vois des gens qui doivent partir. Moi aussi, j'ai faim. Il ne faut pas qu'on fasse toute la journée maintenant. Donc, on va se prendre 1 heure, comme hier, comme tous les autres jours. On a vu que c'était le temps minimum. Retour à 14h10 pour le transgénérationnel. Je devrais pouvoir avoir le temps de présenter mes 2 exemples et de développer un petit peu l'arbre de Steph qu'elle m'a filé, qui hop, ressemble à ça. Voilà, sur Zoom, il faut qu'on ait ça. Voilà, hop, hop, ben, vous verrez pas plus. Maintenant, vous aurez une caméra qui fixera l'arbre tout à l'heure. On discutera de ça ensemble et je ferai le petit travail de ce que je peux faire sur son arbre. Je sais absolument pas ce que je vais pouvoir faire, j'en sais rien, je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas décodé parce que c'était tard hier soir, j'ai juste imprimé pour l'avoir et on verra. Bon appétit à toutes et à tous, si Antoine qui était là tout à l'heure est encore là.